Monsieur le ministre, Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous le savons tous ici sur ces bancs, la crise de notre système de santé et les difficultés d'accès aux soins qui en résultent prennent malheureusement pour nos concitoyens, comme pour les soignants, des allures de jours sans fin. Cette crise est ancienne, c'est un long délitement au ressort complexe qui doit autant au manque d'anticipation qu'à la vision malthusienne et conservatrice qu'ont partagé longtemps de nombreux gouvernements et de nombreux acteurs représentatifs de la profession. Pour autant, au-delà des causes sur lesquelles on pourrait disserter pendant longtemps, mais qui ne sont pas le sujet ce soir, cette crise menace l'un des ciments de notre pacte républicain, la promesse d'un égal accès pour tous à une prise en charge médicale qui allie la proximité, la qualité, nombreux, je le sais, à partager sur ces bancs. C'est la conviction qu'il est temps de faire plus confiance aux acteurs de terrain pour faire émerger une organisation des soins à la mesure des besoins et des aspirations de chaque territoire. C'est la conviction qu'il est temps de faciliter au plus près du terrain le partage et les coopérations entre tous ceux qui, directement ou indirectement, participent à cette mission du soin, les professionnels de tout statut bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les administrations et les associations de patients. Le temps est venu d'accélérer un virage déjà opéré ces dernières années, notamment par la loi Ma Santé 2022, voulue par le président Emmanuel Macron et son Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, qui vise à considérer que l'avenir de notre système de santé passe autant par des réformes structurelles nationales, à l'exemple de celle du financement qui est annoncée pour le prochain PLFSS, que par la responsabilisation des acteurs de proximité pour faire émerger des réponses adaptées aux spécificités de chaque territoire. Il revient à l'État, au gouvernement et à la représentation nationale de définir les règles générales, les priorités attendues de notre système d'assurance maladie et de veiller au financement de l'ensemble. Mais il revient aux acteurs de terrain de réfléchir et d'imaginer ensemble, en fonction des besoins propres à chacun, la déclinaison territoriale de ces priorités nationales. Je pense au virage vers la prévention, je pense au meilleur partage de la permanence des soins, je pense encore à la meilleure répartition des forces soignantes dans les territoires. Qui mieux que les acteurs de terrain connaissent les besoins en santé de la population dont ils ont la charge? Des Français inquiets face à ce délitement de leur système de santé, des soignants soumis aux contraintes d'un système trop administré et de patients déboussolés, le temps est venu pour que de ces bancs émergent des mesures pragmatiques, concrètes, utiles, d'abord pour nos concitoyens qui en permanence nous interpellent sur ce sujet, mais aussi pour les professionnels de santé qui en ville comme à l'hôpital attendent des évolutions. Pour rénover un système de santé trop atomisé, cloisonné, déséquilibré, avec des acteurs qui ne portent pas tous les mêmes obligations, avec des secteurs de la ville et de l'hôpital qui ne communiquent pas assez et avec trop de nombreux professionnels qui exercent encore de façon isolée, nous sommes appelés à prendre des mesures fortes. Personne n'a toutefois de baguette magique et tout le monde sait, notamment ici, qu'il n'y a pas de solution miracle. Pour autant, les débats au sein de la Commission des affaires sociales nous ont montré que sur ce thème primordial, nous pouvions converger vers des solutions concrètes, tant sur des mesures ciblées que sur des réformes structurelles. Place désormais à l'action et à l'impulsion d'une dynamique nouvelle pour renforcer l'accès aux soins et rénover notre système de santé qui compte encore, quoi qu'en disent certains, parmi nos trésors nationaux. Il nous faut faciliter la coopération entre les différents acteurs, soignants du public et du privé, élus locaux et leurs services, agents de l'État et des organismes sociaux représentant les patients, en les faisant travailler ensemble de manière plus efficace pour améliorer la prise en charge et le parcours des patients. Nous devons ainsi nous inspirer de la démarche du Conseil national de la refondation consacrée à la santé, souhaitée par le président de la République, en réunissant dans les bassins de vie l'ensemble des parties prenantes de la santé. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui a pour vocation à faire d'abord confiance à l'intelligence collective et à la créativité du terrain pour faire émerger des stratégies en santé adaptées à chaque territoire. Ces principes sont l'ADN de ce texte. L'article 1er organise le dialogue, la concertation et le partage de stratégies communes en santé en donnant du poids et du sens aux conseils territoriaux de santé. Créés par la loi de Marisol Touraine de 2016, ces conseils territoriaux de santé sont aujourd'hui souvent des coquilles vides. Demain, cela ne sera plus le cas puisqu'ils auront pour mission d'élaborer le projet territorial de santé, d'assurer son suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en lien avec les agences régionales de santé. Afin de donner du sens à la gouvernance territoriale, ils définiront demain les objectifs prioritaires en matière de permanence des soins, d'accès aux soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins. Le dispositif tend à responsabiliser les acteurs de terrain sur la nécessaire réduction des inégalités de densité démographique. C'est une mesure importante à l'heure où plus de 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux. La composition du Conseil territorial de santé est renforcée. Tous les acteurs du territoire doivent se coordonner autour de stratégies qu'ils mettront ensuite en œuvre.
Nous souhaitons ainsi donner un coup d'accélérateur aux communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS, organisations propres aux soins de ville, en y rattachant automatiquement les professionnels de santé et les centres de santé dans les territoires auxquels ils appartiennent. Déjà aujourd'hui, certaines CPTS ont construit des projets aboutis, en proposant une prise en charge plus efficace des patients, comme c'est le cas dans ma circonscription du Sud Seine-et-Marne. Il convient désormais d'aller plus loin, que ces CPTS fédèrent plus de soignants libéraux et d'accélérer leur déploiement partout en France. C'est toute l'ambition de l'article 3. 20 ans après la suppression de l'obligation de garde pour les médecins de ville, il est temps que nous opérions un rééquilibrage entre tous les professionnels qui doivent pouvoir mieux participer à la permanence des soins. La permanence des soins en ambulatoire a été précisée par la récente loi de Stéphanie Rist. L'article 4 de cette proposition de loi est complémentaire de cette disposition récente et prévoit que les établissements de santé privés participeront davantage à la permanence des soins aux côtés des hôpitaux. Il s'agit d'une mesure de bon sens, soutenue par les représentants des établissements privés. La principale difficulté de notre système de santé tient aussi à la démographie médicale. Nous n'avons pas assez de professionnels de santé pour répondre aux besoins et les années qui viennent s'annoncent encore plus difficiles avec des tensions extrêmes dans les zones sous-dotées notamment. L'article 5 étend ainsi le contrat d'engagement de service public à tous les professionnels en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie à l'issue de la deuxième année du premier cycle des études de santé, ce qui constitue un plus pour lutter contre les déserts médicaux. Parce que le maintien de l'offre de soins dans un territoire donné est une priorité, les articles 9 et 10, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un dialogue étroit avec l'ensemble des ordres concernés et les syndicats des PADU, visent à renforcer l'intégration des praticiens à diplôme hors Union européenne. Leur exercice sera alors facilité avec l'octroi, selon les cas, d'une autorisation d'exercice provisoire ou d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle. L'article 7, de son côté, vise à interdire l'exercice de l'intérim en début de carrière pour tous les soignants. Ce dispositif permet aux jeunes professionnels d'accéder à des modes d'exercice stables et de ne pas augmenter la pénurie sur les postes de titulaires, aussi bien des établissements de santé que dans les cabinets de ville. Nous savons également que la refonte du système de santé doit passer par une évolution du fonctionnement de l'hôpital. C'est pourquoi l'article 6 prévoit de simplifier la conduite de projets à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire. Et à ce propos, je me réjouis de l'adoption en commission des affaires sociales d'un amendement qui tend à élargir les pouvoirs de délibération du conseil de surveillance dans le but de réaffirmer le rôle stratégique de cette instance dans la gouvernance hospitalière. Enfin, nous avons tous en tête l'affaire Orpea. Elle a mis en lumière la complexité des montages juridiques utilisés par les établissements privés, qui avaient rendu aveugles les autorités de régulation face à des pratiques contraires à l'éthique, voire frauduleuses. Nous proposons ainsi de renforcer le contrôle financier sur les cliniques privées, leurs satellites et les sociétés qui les contrôlent. Chers collègues, je sais ô combien le sujet de la santé nous touche tous dans nos circonscriptions. Le nombre d'amendements déposés par les députés de tous les groupes le montre bel et bien. L'amélioration de l'accès aux soins ne peut être l'œuvre d'un seul parti politique et je me réjouis de la co-construction sur ce texte en amont de cette discussion ce soir. À l'exemple, bien sûr, des auditions nombreuses auxquelles j'ai procédé, mais aussi des discussions nourries et fructueuses que j'ai eues avec le groupe de travail conduit à la fois par Guillaume Garot et Philippe Bigier et tant d'autres. Ces discussions ont permis de dessiner de nombreuses convergences. Je remercie ainsi les parlementaires pour la qualité des débats en commission des affaires sociales, de leur volonté de faire bouger les lignes en proposant des solutions concrètes, sans faire de l'obstruction à l'heure où la santé est la préoccupation majeure des Français. De nombreuses avancées concrètes ont été adoptées et je m'en satisfais car elles vont dans le bon sens. Je pense par exemple à la mise en place d'un préavis de 6 mois aux médecins, aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes avant qu'ils quittent leur lieu d'exercice. Cela doit permettre aux autorités d'anticiper chaque situation et de disposer du temps nécessaire pour s'organiser afin que l'accès aux soins continue d'être assuré. L'investissement de mes collègues du groupe Horizon a également été entier, avec notamment l'adoption d'un amendement qui vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zone sous-dense le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. Cela constitue un outil supplémentaire à la destination des collectivités territoriales dans la lutte contre les déserts médicaux. J'en ai la conviction, beaucoup de points feront encore l'objet de débats et ce texte sera amélioré certainement par l'examen en séance publique. Bien sûr, la proposition de loi ne répondra pas à l'ensemble des problèmes qui pourraient résoudre la question de notre système de santé bien malade, je le disais, mais elle constitue une réponse utile, une réponse concrète pour l'ensemble des soignants, mais aussi surtout pour l'ensemble des Français qui, ne l'oublions pas, sont les premiers perdants face à un système de santé qui est aujourd'hui à genoux. Merci de votre écoute.